L'action de 8 facettes avait commencé en 1995. Mais succinctement, ce que je pourrais te dire par rapport à 8 facettes, c'est que c'était dans les années 90 et ça a commencé, honnêtement, ça a commencé en Belgique parce que c'était une période où l'extrême droite avait commencé à avoir avoir un certain pouvoir dans le nord de la Belgique, en Flandre. Et donc, il y a des ONG, des activistes qui étaient contre cet état de fait, qui ont pensé que l'art et la culture pouvaient permettre aux Belges de mieux comprendre ce que c'était, comment l'autre devait être mieux perçu, pas comme seulement un danger, et que l'autre vient de quelque part et qu'il vient d'un contexte de vie qui a des valeurs culturelles. Donc, ils avaient à Anvers, et il y avait une ONG belge qui travaillait ici au Sénégal, qui s'appelait Vredes Island, ça veut dire île de paix. Anyway, donc, ils ont eu l'idée de contacter un historien d'art belge qui s'appelle Jan Kols, et il voulait faire une semaine, un festival d'art sénégalais en Flandre, spécialement dans la zone de Anvers, Antwerpen. Donc, ils ont eu l'idée de faire ce festival qui avait un aspect qui comportait la possibilité de montrer les arts visuels, la littérature, le cinéma, l'écriture, la littérature du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, concernant les arts visuels, ils ont demandé à un historien d'art flamand de venir au Sénégal pour faire le boulot, quoi. Donc, ce monsieur qui s'appelle Jan Kols, il est venu au Sénégal, il a visité plus de 45 ateliers et il avait choisi de travailler avec 8 artistes. Et donc, ces 8 artistes, c'était Moustapha Dimé, Serigne Mbaye Camara, Abdoulaye Ndoye, El Hadji Sy, Fodé Camara, Jean-Marie Bruce, Cheikh Niass et moi-même. Donc, c'était ces 8 artistes qui avaient été choisis par Jan Kols pour venir faire un travail d'art visuel en Belgique. Mais le travail d'art visuel devait se décliner en 2 phases. La première phase, c'était une résidence. Donc, ils ont d'abord invité en résidence là-bas, en Flandre, Moustapha Dimé, Abdoulaye Ndoye et moi-même. On était là-bas pendant 1 mois pour travailler, produire des œuvres. Et à l'issue de ce workshop, les autres sont venus avec des œuvres et on a fait une grande expo qui a tourné en Flandre. D'ailleurs, les œuvres de Moustapha Dimé y sont jusqu'à présent, depuis 1995. Alors, c'est ainsi que ce projet s'est fait. Et puis, il était question, nous aussi, qu'à l'époque, qu'on invite des artistes flamands au Sénégal pour faire une résidence d'art contemporain, enfin au Sénégal. Alors, et nous, quand on est revenu, on ne connaissait pas, moi je ne connaissais pas l'ONG belge qui était là, qui faisait un travail important de développement là-bas dans le sud, vers la zone de Kolda. On s'est dit, on aimerait bien savoir ce que font ces gens-là au Sénégal. Et ils nous ont invités à aller visiter leur zone d'intervention, comme ils disent, quoi, dans le jargon des ONG. Et c'était intéressant parce que c'était la première fois, nous, qu'on allait là-bas, c'était loin, c'était une zone vraiment fabuleuse culturellement, habité par différentes ethnies. Il y avait des Wolofs, des Mandingues, des Peuls. Et il s'est trouvé que dans cette zone, régulièrement, chaque village devait organiser ce qu'ils appelaient des semaines culturelles, où ils montraient le savoir-faire et le savoir-être des gens de cette zone-là pendant la semaine culturelle. Et on s'est dit, mais écoute, nous, on va essayer de nous insérer dans leur programme, essayer d'organiser, au lieu d'inviter les artistes belges à Dakar, on va les inviter là-bas. Et on va essayer de voir dans quelle mesure on peut s'insérer en tant qu'artiste contemporain dans leurs problématiques culturelles et sociétales. Alors, c'était l'année où un village qui s'appelle Amdalaï Samabay, qui est un village d'origine Wolof, devait organiser ça, de pratiques artisanales là-bas. Et donc, on s'est dit, OK, on va essayer de voir sur la base de ce qui existait, qu'est-ce qu'on peut faire. On s'est dit, écoute, ça ne sert à rien de venir faire un workshop d'art contemporain dans un village où c'est compliqué, quoi, c'est plein de challenges. On s'est dit, on va essayer de voir dans quelle mesure intégrer les villageois sur la base de leurs préoccupations, qui sont quoi, et sur la base aussi de l'existant artisanal. Il y a 50 ans, ils faisaient de la comment on dit ça? Il y avait des tisserands,
il y avait des pratiques qui étaient liées aussi à, comment on dit ça, les gens qui font les parures des chevaux et tout, les houdés. Ça. Et puis, il y avait d'autres choses, quoi. Et on s'est dit, OK, il y avait des menuisiers métalliques qui faisaient des choses intéressantes. Et donc, on a fait ce workshop et on les a impliqués. On a aussi ajouté, on a demandé ce qu'ils voulaient. Ils voulaient de la teinture, de la couture, pour, au-delà des 3 mois de pluie, qu'ils aient des activités qui peuvent leur générer de l'argent, quoi. Et donc, on a fait ce workshop. Mais auparavant, ce qui est important à dire en termes de constitution du groupe de 8 facettes, c'est-à-dire que moi, 2 ans auparavant, j'avais fait une première exposition à la Galerie 39 de l'avenue Conti, du Centre culturel français. J'avais fait une expo qui s'appelait 7 x 7 facettes. C'était ma première sortie en tant qu'artiste. Et j'avais fait une grande expo, et dans laquelle il y avait des images et des textes. Donc, quand on est revenu de ce voyage-là en Belgique, en 95, et on nous avait invités à manger dans un restaurant qui s'appelait le Sargan, qui était au Point E, les gens de l'ONG et nous. Et donc, on a mangé ensemble, tous les 8 artistes, avec les gens de l'ONG. Et puis, il y a eu un besoin. J'ai écrit un manifeste là dans le restaurant que j'ai ici dans mes archives, un manifeste pour essayer d'impliquer les autres artistes, quoi, voir dans quelle mesure, au-delà même de voyage qu'on a fait en Belgique, qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble ici pour perpétuer ce qui a été amorcé là-bas en Belgique, quoi. C'est ainsi que j'ai écrit un manifeste, et puisqu'on était 8, donc j'ai dit, écoute, on va l'appeler 8 x 7 interactions, parce qu'on avait décidé de faire un travail d'interaction entre les arts contemporains et des problématiques sociétales. Donc, tous les 8 artistes avaient signé le manifeste, et c'est ainsi que, officiellement, c'est dans ce restaurant-là que 8 facettes est né. Donc, c'était en 95. Et donc, par la suite, on est allé voir ce village, et en 1996, au mois de février-mars, si je me trompe, on a organisé ce qu'on a appelé les ateliers d'Amdalaï. Et dans ces ateliers, il y avait nous, les artistes sénégalais, mais entre-temps, Moustapha Dimé s'est dissocié du groupe parce qu'il avait dit qu'il n'était pas dans les logiques d'association. Il voulait s'occuper de sa carrière, quoi. On a compris. Et donc, c'est les autres qui se sont rendus à Amdalaï en 95. Plus il y avait 4 artistes flamands. Il y avait Fik Van Hassel, il y avait Philippe Aguirre, il y avait Marc de Rouve, il y avait aussi un Daniel. Et aussi, en même temps, on avait invité un collectif de production de films d'animation qui s'appelle Grafui, qui est à Bruxelles, qui font des films d'animation dans des lieux de conflit en général dans le monde, quoi. Par exemple Pérou, Burundi, etc. Donc, ils sont venus, leur modus operandi, c'est-à-dire qu'eux, ils vont dans un endroit où les gens n'ont jamais fait de film d'animation, et ils initient les gens à faire des films d'animation. Ils les amènent à manipuler leurs outils, les initient à cela, et de telle sorte que ces gens-là font des films d'animation qui est basé sur leur contexte, sur leur histoire, sur leur culture. C'est ainsi que ces gens-là, on les a invités à Amdalaï, et ils sont venus faire un atelier de films d'animation et de peinture murale avec les femmes d'Amdalaï Samambé. Et puis, il y avait aussi une équipe de télévision belge qui est venue faire un film qui s'appelle Les Ateliers d'Amdalaï, que j'ai d'ailleurs, un documentaire, donc qui a été beaucoup vulgarisé. Donc, tout le résultat de ce workshop a été beaucoup utilisé par l'ONG pour faire aussi de la promotion de son action ici au Sénégal, quoi. Et donc, voilà, ça, c'était le début de 8 facettes, quoi. Je ne sais pas si tu as des questions, parce qu'on a fait plein d'autres choses par la suite, quoi. Écoute, moi, de ce que j'ai juste retrouvé, donc j'avais noté ces workshops de 96, les workshops de Amdalaï. J'ai aussi vu ou lu que vous aviez eu d'autres actions en 97, 98, 2000, même 2002, notamment à Cassel, durant la Documenta 11, je pense, si je ne me trompe pas. Donc ça, je ne sais pas si c'est correct. Est-ce que tu confirmes? Si, je confirme. D'accord.
Et du coup, comment a évolué, donc à partir de Hamdallah, comment justement le groupe ou le collectif a évolué parce que vous aviez aussi des carrières individuelles. Donc, comment le Oui. groupe a évolué jusqu'à 2002? Est-ce que 2002 aussi, c'était votre dernière Non, présentation collective? non, pas du tout. Parce qu'après 2002, on a participé à la Biennale Séville, la Biennale de Séville, avec un collectif italien qui s'appelle Reporting System. J'ai même j'ai les livres, quoi, les catalogues de ça. Là, je peux dire qu'officiellement, c'était la dernière euh, manifestation de 8 facettes. Quoi. Et cette question-là, cette question, c'est l'une des questions les plus terribles qu'on puisse poser à un acteur culturel et artistique. Parce qu'en fait, en termes d'impact, je veux dire, il n'y a pas d'agrégat qui peut évaluer l'impact d'une action qui se déroule, je veux dire, de cette nature-là sur le plan humain. Parce que c'est de l'ordre d'un processus. De la même façon que l'action s'est enclenchée de l'ordre d'un processus, les éventuelles conséquences, ça se découle, ça se décline dans le temps. Il faudra un travail d'investigation très méticuleux pour savoir. On peut avoir aussi comme ça comme je dirais, on peut se dire, oui, peut-être que c'est comme l'effet papillon, c'est comme une chose qui se déclenche. Ici, il faut du temps, il faut vraiment du temps pour pouvoir dire, écoute, c'est à cause de ça. Mais tout ce que je sais, c'est que dans l'écosystème des arts visuels au Sénégal, c'était intéressant parce que c'était la première fois, quelque part, qu'un collectif d'artistes d'un contexte urbain va jusque dans un contexte rural qui n'est pas son contexte d'origine, qui n'est pas sa zone de confort pour aller mener des actions aussi loin, avec autant de challenges et de difficultés. Et ce n'est pas aisé de quitter sa zone de confort en tant que plasticien, parce qu'en fait, si on sait que quand on parle des arts visuels, des arts contemporains en général, on a l'impression que ça n'a sa justification que dans un milieu urbain, parce que tout se joue là-bas. L'école des arts est dans la ville, les galeries sont dans la ville, les gens qui achètent sont dans la ville, les gens qui écrivent sur ça sont dans la ville, dans un contexte assez circonscrit, quoi. Et donc, aller laisser son atelier, être avec d'autres gens, d'autres collègues, déjà régler cette question de comment est-ce qu'on peut accorder nos violons pour pouvoir travailler ensemble. Ça comporte tellement de challenges. Ça pourrait être une des solutions pour préserver ce patrimoine-là. Et parce qu'il faut qu'on le préserve. Autrement, si on ne le préserve pas, l'histoire de la chasse va toujours être racontée par les chasseurs, quoi, tu vois. Et il y aura quelqu'un d'autre qui va venir de on ne sait où pour parler par exemple, de 8 facettes alors qu'on est là. Je veux dire, c'est important, c'est une question de responsabilité. Responsabilité de vivant, de notre vécu, qu'on essaie de nous occuper de cela. Mais au-delà des archives, même pendant qu'on est là, essayer d'organiser des plateformes d'échange et de communication autour de tout ce qui s'est passé. Nous, on avait, je ne sais pas si tu es au courant, on avait fait un événement qui s'appelait Restitution. Est-ce que tu as jamais entendu parler de restitution? Non. Ah ouais, intéressant. Parce qu'en fait, c'était pour apporter une solution à ce désert médiatique et communicationnel qui existait dans notre corporation. Nous, en fait, c'était il y a une dizaine d'années, on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de complaintes dans le milieu. Les gens se plaignaient, ouais, on n'a pas assez d'historiens de l'art qui écrivent sur ce qu'on est en train de faire là maintenant, et que ce sont des gens qui viennent d'Occident qui le font, qui ne le font pas objectivement. On s'est dit, écoute, nous, pendant qu'on est là, essayons d'organiser quelque chose. Parce qu'on a un cerveau, on a une main, on peut écrire, et puis on peut au moins archiver ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est ainsi que dans le cadre de notre association Porter Passage du Retour, on avait organisé restitution. Beaucoup d'artistes voyageaient, ils allaient partout. On ne savait pas ce qu'ils faisaient, dans quel projet ils allaient. Si tu ne rencontrais pas un artiste, tu ne savais pas ce qu'il avait fait en Autriche ou ailleurs. On a invité des artistes et cet artiste restituait son voyage et on filmait, on posait des questions et puis on transcrivait tout ce qu'on avait
filmer, tout. Et j'avais fait un e-journal en français et en anglais que je distribuais aux gens par email. Et donc, on avait fait 4 numéros. Et j'ai les archives de tout cela. J'ai les archives de tout cela. Donc, tout cela participe de, premièrement, constitution d'un patrimoine, deuxièmement, je veux dire, dissémination de ce patrimoine, et puis régler un problème aussi qui était un vide et ne pas être créatif par rapport à un manque, ne pas se plaindre, et passer une perte de temps et d'énergie. Voilà. Et donc, je pense que cette histoire de patrimoine, elle est cruciale. Elle est cruciale parce que je t'ai dit tout à l'heure que les œuvres de Moustapha Dimé sont toujours en Belgique depuis 1995. Ce qu'il avait produit dans ce workshop-là, c'est en Belgique, en Flandre quelque part. Et il y a eu plein de gens qui sont partis. Hein. Le patrimoine. Mais moi, on ne peut pas en vouloir aux familles. Hein. Je veux dire, eux, comme tu dis, ils ont d'autres préoccupations. Et s'ils ne sont pas au fait de l'importance de ce que leur défunt a laissé, écoute, voilà quoi. Il faudra que les gens... De ce point de vue, ce n'est pas seulement les artistes qui doivent s'occuper de ça. Il y a des gens qui s'occupent de patrimoine dans ce pays, il y a des gens qui s'occupent d'autres choses. Il faut qu'il y ait une communication déjà autour de cela, ce que tu essaies de faire là, et que la mayonnaise puisse prendre pour que les gens, que des actions puissent suivre, quoi. C'est ça que je dis. Mais autrement, sinon, si je pars, ce sont mes ayants droit qui vont s'occuper de mes trucs. Et puis voilà, quoi. Mais tant qu'on est là, comme on dit en Wolof, notre responsabilité de vivant fait qu'on doit essayer de faire des choses pour préserver ce patrimoine, transmettre, communiquer, transcrire et vulgariser. Voilà. Et ne rien laisser au hasard.